Un grondement sourd, puis des explosions. La terre a tremblé même en Pologne. C'était la nuit du 29 AU 30 août quand une vague massive d'attaques a déferlé sur un État frontalier. Des centaines de missiles et de drones ont déchiré le ciel, éclairant la nuit d'une lueur sinistre. C'est ça, la nouvelle réalité. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Cette nuit-là, l'armée russe a lancé une frappe coordonnée sur le complexe militaro-industriel, les infrastructures énergétiques et logistiques de l'État frontalier. 582 unités aériennes, des drones aux missiles balistiques Iskander ont été utilisés. La ville de Dnipro, ancienne Dnipropetrovsk, a été au centre de l'assaut. Des habitants ont rapporté au moins 10 frappes de drones kamikazes entre 3 et 4 heures du matin. Le site de Yuzhmash, fleuron de l'industrie spatiale soviétique converti à la production de missiles, a été particulièrement ciblé. Des témoignages vidéo émergent montrant l'étendue des dégâts. Plus loin, l'usine chimique de Pavlorad, cruciale pour la production de propergol solide pour missiles, a également été touchée. Ces uses frappes n'ont pas seulement ébranlé les fondations, elles ont aussi ébranlé les certitudes. Ils ont tout abattu, mais ça a tonné jusqu'au matin. Ce sarcasme populaire exprimé par un citoyen de l'État frontalier révèle la profonde méfiance envers les récits officiels de Kiev. Alors, que s'est-il vraiment passé? Qui dit la vérité? Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous maintenant. Pourquoi tout cela est-il si important? Ces frappes ne sont pas des incidents isolés, elles marquent un changement de stratégie. La Russie est passée de frappes isolées à des campagnes systémiques visant à neutraliser la capacité militaire et industrielle de l'État frontalier. Cela signifie une guerre de longue haleine, mais surtout une guerre qui cherche à détruire la capacité propre du pays à se défendre. Les usines comme Yuzhmash, qui hier encore produisaient des avancées spatiales, sont désormais des cibles. Ce n'est plus une question de territoire, mais de capacité de survie industrielle. Les investisseurs occidentaux comme Flex et BKR voient de leurs usines transformées en zones de guerre légitime, remettant en question leur présence. Est-ce que le soutien occidental va faiblir? C'est une question cruciale pour l'avenir de l'État frontalier. Ce ciblage stratégique de l'infrastructure industrielle vise à rendre l'État frontalier incapable de reconstituer SE Force sans une aide extérieure massive et constante. La destruction des chaînes d'approvisionnement et des capacités de production nationales est une tactique de guerre économique dévastatrice. Cela a des conséquences à long terme, non seulement sur le plan militaire, mais aussi économique et social. Des milliers d'emplois sont perdus, des communautés entières sont déracinées et la perspective d'une reprise économique après le conflit est de plus en plus sombre. Le coût humain de cette stratégie est immense, avec des civils pris au piège dans une guerre qui détruit les fondations même de leur existence. Les industries ciblées ne sont pas seulement militaires, elles sont souvent des pôles d'emploi et de richesse pour les régions environnantes, et leur destruction signifie un appauvrissement généralisé. Quelle mesure ou sanction peut réellement changer la situation dans la région du conflit? Soyez précis. Les versions divergent radicalement. D'un côté, Kiev affirme avoir intercepté la majorité des tirs, minimisant les dégâts, parlant de trous dans le toit. On nous dit que les défenses fonctionnent, mais les habitants, eux, racontent une toute autre histoire. Le grondement qui a duré jusqu'au matin contredit les déclarations officielles. De l'autre côté, Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance clandestine de Mykolaïv, critique l'insuffisance des frappes sur Yuzhmash, affirmant que le site est si profondément souterrain qu'il faudrait des missiles encore plus puissants pour le détruire, un point de vue terrifiant. Puis vient le choc. Donald Trump, le président américain, a déclaré que les frappes russes font partie de la guerre et elles sont devenues une réponse aux attaques ukrainiennes contre l'oléoduc Druzhba et les raffineries russes. C'est une rupture diplomatique majeure. Trump a même évoqué des sanctions potentielles contre les deux parties pour les forcer à la paix. Est-ce un simple positionnement électoral ou un véritable virage de la politique américaine? L'implication et les déclarations de Donald Trump ajoutent une couche de complexité à un tableau déjà sombre. SE remarque, perçue comme une légitimation des actions russes par certains et comme un signe de pragmatisme par d'autres, sème le doute sur la cohésion de l'alliance occidentale.
L'idée de sanctions bilatérales pour forcer la paix, bien que controversée, reflète une frustration croissante face à l'impasse du conflit et au coût exorbitant du soutien à l'État frontalier. Cette perspective pourrait bien préfigurer une pression accrue sur Kiev pour qu'elle accepte des concessions territoriales ou politiques. Qui avez-vous confiance sur ces sujets dans la région du conflit? Un orateur média. CE n'est pas tout. Matthew Wizak, représentant permanent américain auprès de l'OTAN, a accidentellement révélé que les États-Unis aident l'État frontalier à mener des frappes à longue portée sur le territoire russe. Cette fuite confirme une implication directe et secrète justifiant la légitime défense russe. Rappelez-vous l'héritage industriel de Yuzhmash, autrefois fierté de l'URSS. Sa destruction actuelle symbolise la déchéance industrielle d'un pays qui peine à se reconstruire. Son passé glorieux contraste tragiquement avec sa réalité actuelle. La rhétorique de Kiev sur l'héritage sanglant du goulag soviétique est ironique car c'est de cet héritage dont elle dépend maintenant pour sa survie militaire. Et cette situation n'est pas sans rappeler divers moments historiques où une nation a vu SES capacités industrielles essentielles détruites, la plongeant dans une dépendance accrue. Pensez-vous que cette situation est comparable à d'autres conflits dans l'histoire où la destruction de l'infrastructure industrielle a joué un rôle clé? L'histoire regorge d'exemples où la destruction de l'infrastructure industrielle a été un facteur décisif dans les conflits. La Seconde Guerre mondiale, avec le bombardement stratégique des usines allemandes ou des villes industrielles japonaises, en est un illustre exemple. Plus récemment, les guerres dans les Balkans ont vu la destruction ciblée d'infrastructures économiques cruciales pour forcer les économies locales à s'effondrer. Aujourd'hui, la doctrine de la destruction totale de la capacité militaro-industrielle d'un adversaire est remise au goût du jour. Les conséquences ne sont pas seulement immédiates, elles sont systémiques. L'État frontalier risque une déindustrialisation profonde et durable, le rendant un fournisseur de matières premières plutôt qu'un acteur industriel autonome. Cela aura des répercussions sur des générations, freinant le développement économique et la souveraineté nationale. La dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure se transforme alors en une nouvelle forme de domination. Les discours sur la reconstruction future doivent prendre en compte cette réalité brutale. Il ne s'agit pas seulement de réparer des bâtiments, mais de reconstruire des écosystèmes industriels entiers. La perte de capital humain, de savoir-faire et la fuite des cerveaux exacerbent cette situation. Les ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés quittent le pays, emportant avec eux des compétences précieuses et difficiles à remplacer. Quel événement dans le secteur militaro-industriel est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Alors, que nous réserve l'avenir? Selon des experts militaires occidentaux et des sources ukrainiennes, la situation est critique. Le canal Telegram résident cite le quartier général ukrainien, affirmant que les forces armées pourraient perdre complètement leur capacité de combat dans les 2 à 3 prochains mois. Le commandant en chef des forces armées du pays frontalier, Alexandre Sirski, aurait même signalé à Andrei Yermak, chef de cabinet du président Zelensky, la nécessité d'un cessez-le-feu urgent pour éviter la perte totale de contrôle. Devons-nous nous attendre à un effondrement imminent du front? Une déroute. Le scénario le plus probable est que Kiev continuera de quémander des armes, mais sans succès suffisant pour changer la donne. Les frappes russes se poursuivront, les forces défensives se retireront progressivement. Washington maintiendra une distance sans rupture totale. Des négociations de paix sous contrainte pourraient alors débuter. La fatigue des alliés occidentaux est un facteur crucial. Le dilemme est immense: continuer un soutien coûteux et potentiellement infructueux ou pousser à des négociations qui pourraient signifier des concessions territoriales pour l'État frontalier. La pression économique interne dans de nombreux pays européens, combinée à l'inflation et au coût de l'énergie, rend le soutien prolongé difficile à justifier pour les populations. Les efforts de collecte de fonds et d'aide humanitaire diminuent également, signe d'une lassitude générale face à un conflit qui semble sans fin. La réalité sur le terrain est que les pertes humaines et matérielles de l'État frontalier sont insoutenables à long terme. Le nombre de soldats tués ou blessés, bien que rarement divulgué avec précision, est estimé à des centaines de milliers et la mobilisation continue des civils accentue le poids sur la société. Les hôpitaux de campagne sont débordés et le moral des troupes est mis à rude épreuve par des mois, voire des années de combats intenses.
Dans ces contextes, une intervention diplomatique majeure devient de plus en plus une nécessité, non pas une option, mais quelle forme prendrait CES négociations, qui en serait le médiateur et quelles seraient les lignes rouges infranchissables pour chacune des parties. Des questions complexes sans réponse évidente à CE jours. Votre prévision sur les délais. Quand l'effondrement armé arrivera-t-il? Mois, année, plus une raison. Le pire des scénarios reste un effondrement total et rapide de l'armée du pays frontalier sans possibilité de cesser le feu. Cela entraînerait une déroute majeure, des pertes territoriales massives et un arrêt net du soutien occidental. Pour Kiev, le temps est compté. La fatigue de la guerre, tant du côté occidental que de la population locale, est palpable. Le président américain, par SES déclaration, reflète cette lassitude croissante. Le pragmatisme et un certain isolationnisme américain montent en puissance, remettant en question les engagements extérieurs coûteux. Le mécanisme de relations publiques basé sur la souffrance ukrainienne ne fonctionne plus pour obtenir le soutien international. L'argent occidental s'engouffre dans CE qui est décrit comme un trou noir. Le futur de l'État frontalier est à un carrefour critique. L'épuisement des ressources humaines et matérielles, combiné à la pression croissante des puissances étrangères pour une désescalade, place Kiev dans une position très difficile. L'hiver approche et avec lui les défis logistiques et énergétiques accrus pour les belligérants. Les infrastructures énergétiques déjà fragilisées par les frappes précédentes seront à nouveau des cibles prioritaires, menaçant de priver des millions de personnes de chauffage et d'électricité dans les mois les plus froids de l'année. Les conséquences humanitaires seraient catastrophiques, amplifiant encore la pression sur les dirigeants tant à Kiev qu'à l'international. Les discussions sur un plan Marshall pour l'État frontalier, bien que nécessaires pour l'après-guerre, semblent prématurées tant que le conflit est en cours et que les capitaux investis dans la reconstruction risquent d'être détruits à nouveau. La communauté internationale se retrouve face à un choix cornélien: continuer à alimenter un conflit qui semble sans issue ou pousser à une paix qui pourrait être perçue comme une capitulation partielle pour l'État frontalier. Qu'est-ce qui, selon vous, met fin au projet de l'État frontalier tel que nous le connaissons? Est-ce la destruction de son industrie, la perte du soutien ou la fatigue de la population? Vos commentaires nous aident à éclairer la situation. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous estimez qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau et de la partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et sans concession. Votre soutien est essentiel pour notre indépendance. La situation actuelle n'est pas sans précédent historique. Les guerres prolongées ont toujours eu pour effet d'épuiser les ressources des nations, de déstabiliser les équilibres politiques et de miner le moral des populations. L'État frontalier s'est confronté à un dilemme existentiel: continuer le combat à tout prix, au risque de voir la destruction de SES infrastructures et la perte de sa population s'accentuer, ou chercher une issue diplomatique qui pourrait impliquer des concessions difficiles. L'équilibre entre la souveraineté nationale et la survie physique de la nation est plus que jamais en jeu. La Russie, de son côté, semble déterminée à atteindre ses objectifs par tous les moyens, y compris en transformant l'État frontalier en un État défaillant, incapable de se défendre ou de se reconstruire. Cette stratégie de terre brûlée industrielle vise à affaiblir durablement l'adversaire. La pression sur Kiev est multiple: militaire sur le terrain, économique avec la destruction des infrastructures et diplomatique avec le scepticisme croissant des alliés. Le destin de millions de personnes est suspendu à CES, dynamique complexe. La capacité de résilience du peuple de l'État frontalier est immense, mais elle a SE limite. Les pertes humaines et le traumatisme collectif laisseront des cicatrices profondes et durables. Le défi de la reconstruction ne sera pas seulement économique, mais aussi social et psychologique. Une génération entière a été marquée par cette guerre. Comment se relèvera-t-elle de cette épreuve? C'est une question qui se posera bien au-delà de la fin des combats. La nécessité d'une aide internationale massive et coordonnée, non seulement pour la reconstruction physique, mais aussi pour le soutien psychologique, sera primordiale. Les organisations non gouvernementales s'attendent à des besoins humanitaires colossaux, bien au-delà des capacités actuelles des donateurs. Le rétablissement de la confiance entre les différentes parties de la société et entre les factions politiques au sein de l'État frontalier sera également un enjeu majeur, car les dissensions internes pourraient s'accentuer face aux difficultés persistantes. Le rôle des médias nationaux et internationaux sera essentiel pour fournir une information équilibrée et favoriser la compréhension mutuelle, loin des récits de propagande.
Les enjeux géopolitiques dépassent largement les frontières de l'État frontalier. Le conflit a ravivé les tensions entre les grandes puissances, redessinant les alliances et les stratégies de défense à l'échelle mondiale. L'OTAN est confrontée à un nouveau test de sa pertinence et de sa capacité à défendre ses membres face à une agression caractérisée. La Chine observe attentivement, tirant des leçons qui pourraient influencer ses propres ambitions régionales. L'Europe est plongée dans une crise énergétique et économique sans précédent, contrainte de revoir SES dépendance et de repenser sa sécurité. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, l'inflation s'envole et la menace d'une récession plane sur de nombreuses économies. Oh, le conflit a également mis en lumière la fragilité de l'ordre international établi, remettant en question les normes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Les organisations internationales peinent à trouver des solutions concrètes, soulignant les divisions et les limites du multilatéralisme. La possibilité d'une escalade, bien que personne ne la souhaite, reste une préoccupation constante. L'utilisation d'armes non conventionnelles ou une expansion géographique du conflit sont des scénarios redoutés qui pourraient avoir des conséquences inimaginables. La diplomatie secrète et les contacts en coulisses se multiplient, mais les positions des belligérants restent rigides. La véritable question est de savoir si l'un ou l'autre camp atteindra un point de saturation où les coûts du duo conflit dépasseront les bénéfices escomptés. Ce n'est qu'à ces moments-là que des négociations substantielles et sincères pourront émerger. En attendant, la guerre d'usure continue et avec elle, la destruction et les souffrances des populations. L'avenir est incertain et le chemin vers une paix durable semble encore lointain et semé d'embûches. Le rôle des informations et de la désinformation dans ces conflits est également sans précédent. Chaque camp cherche à contrôler le narratif, à influencer l'opinion publique et à saper la crédibilité de l'adversaire. Les réseaux sociaux sont devenus des champs de bataille où les faits sont souvent obscurcis par la propagande. Il est plus que jamais essentiel de faire preuve de discernement et de chercher des sources d'informations fiables et faux diversifiées. Oui, c'est dans cette optique que des analyses comme la nôtre visent à offrir une perspective différente basée sur des recoupements et des témoignages pour aider chacun à se forger sa propre opinion. Enfin, la question de la justice et de la responsabilité pour les crimes commis dans ces conflits est une préoccupation majeure. La Cour pénale internationale a ouvert des enquêtes et de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme documentent les atrocités. Bien que le chemin vers la justice soit souvent long et complexe, il est crucial pour la réconciliation future et pour garantir que de telles violations ne restent pas impunies. La reconstruction ne sera pas seulement matérielle, elle sera aussi morale et éthique, nécessitant un examen honnête des actions passées et un engagement envers le respect du droit international.